En 30 ans, 30 millions de personnes sont décédées du sida. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 35 millions d'individus sont porteurs du VIH. Chaque année, plus de 2 millions sont infectés et plus d'1,5 million décèdent de la maladie. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. La stigmatisation, le dépistage, l'accès universel, des obstacles à surmonter. Bernard Bassama, d'origine camerounaise, vit à Paris depuis 10 ans. Après l'université de Yaoundé, il obtiendra son diplôme d'ingénieur en génie électrique à l'école polytechnique de Montréal, puis exercera le métier d'ingénieur dans son pays d'origine en 1985. Depuis 20 ans, il vit avec la maladie. Comment a-t-il accueilli sa séropositivité? Bon, j'étais totalement abattu, mais la situation que je vivais était déjà très grave. Donc, sida ou pas, j'étais vraiment affaibli. Ça ne m'avait pas beaucoup secoué, quoi, parce que le mal que j'avais déjà, c'était suffisamment fort. Quelle a été la réaction justement de votre famille? J'en ai parlé aussi à ma maman, qui pouvait se dire que c'est de la sorcellerie, que c'est pas vrai, que je n'ai pas le sida. C'est un mauvais sort qu'on m'a jeté. Mon papa a pris ça positivement parce que quand il est venu me voir à l'hôpital, moi j'étais surtout vers les derniers moments, quand j'étais en phase terminale de la maladie, j'étais encore totalement secoué et tout. J'étais bouleversé, parfois en pleurs et tout. Mais je le voyais, lui, il était calme, plus confiant. Ce qu'il m'a dit, c'est de me remettre à Dieu, de ne pas être embarrassé, de ne pas... que ce n'était pas la fin de tout, qu'il y a une vie après la mort. Un malade a toujours besoin du réconfort de son épouse. Et Bernard doit s'armer de courage pour annoncer au plus vite sa maladie. Comment va-t-il s'y prendre? Pour mon épouse, ça a pris du temps. Vous avez pris du temps avant de lui annoncer? Parce que le médecin m'avait dit, ne dis ça à personne, mais dis ça à ton épouse. Et moi, je voyais la mort. Je ne lui ai pas dit, je sors de l'hôpital, on m'a dit que tu as le sida. Je ne lui ai pas dit ça. Je ne lui ai pas dit ça directement. Je suis rentré, ce que je lui disais, c'était de manière indirecte. Je lui disais un peu, bon, il peut arriver que demain je ne sois plus en vie. Voilà, donc c'était une sorte de testament que je lui faisais, mais de façon voilée. Voilà, si je ne suis plus là, voilà comment tu peux faire avec les enfants. Je lui parlais un peu de ma mort prochaine, quoi, de pharaon biaisé. Mais je crois 2-3 mois après, la mort ne venant pas, et j'ai eu le désir d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et j'ai utilisé des préservatifs, ce que je n'avais jamais utilisé dans le couple. Et c'est quand elle s'est rendue compte que j'avais utilisé des préservatifs, elle m'a posé la question de façon, pourquoi tu utilises le préservatif? C'est là où je lui ai dit que je n'avais pas eu le courage de te dire avant, mais j'ai fait un test, on m'a dit que j'ai le sida et que le médecin m'a demandé que tu dois faire aussi ce test-là. Et comment a-t-elle réagi, votre épouse? Je crois qu'elle a été secouée, mais je crois qu'une semaine ou 3 jours après, elle était suffisamment forte et nous sommes allés ensemble à l'hôpital et on lui a fait le test. Heureusement, elle était séronégative. Mais est-ce que pendant que vous étiez malade, vous aviez toujours des rapports avec elle? Oui, on avait des rapports. Elle a eu beaucoup de chance, quoi, de ne pas être touchée. Après ça, elle s'est enfuie. Votre femme s'est enfuie? Oui, elle s'est enfuie, elle ne m'a pas supporté jusqu'à la fin. Elle m'a abandonné dans la maladie. Affecté par cette fuite inattendue, il s'est remarié en 2013 avec une Camerounaise institutrice. Ici à gauche de la photo, elle est aussi séropositive. Pourquoi vous ne faites pas venir votre famille ici? C'est pas facile. Pour mon épouse, j'ai fait le regroupement et puis
Pour les enfants, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut avoir... l'une des conditions, c'est d'avoir un hébergement. Moi, je vis dans un studio, comme vous voyez. Je n'ai pas un hébergement suffisamment costaud pour recevoir ma famille. Mais j'ai fait le regroupement familial pour mon épouse et je croise les doigts que ça aboutisse. C'est vous-même qui faites votre cuisine? Oui, oui. Bien, je mange dans des restaurants. Ah. Pour pouvoir manger dans les restaurants, il faut avoir suffisamment les moyens. Vous les avez? On se débrouille. J'ai une allocation adulte handicapé. J'ai ma pension aussi parce que j'ai travaillé en Afrique pendant 17 ans. J'ai ma pension qui tombe là-bas aussi en Afrique, qui m'aide un peu. Et puis, je revends des compléments alimentaires ici. Et c'est comme ça que je vis. Et l'association dont je suis le président aussi oui. me permet de me payer des repas si c'est dans le cadre de l'association. Quand on dit qu'il y a près de 30 000 personnes en France qui ignorent leur séropositivité, y a-t-il pas de quoi s'inquiéter? Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Mais en Afrique, c'est peut-être 100 fois plus. Dans nos pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est 100 fois plus. Ça me fait aussi beaucoup mal parce que moi, je connais des personnes qui vivent avec la maladie, qui ne l'ont pas dit à leur partenaire et je sais qu'ils ont des rapports sexuels. Mais moi, je suis tenu par la confidentialité. Je ne peux pas dire à cette personne, fais attention parce que la personne avec qui tu vis est séropositive. Je suis président d'une association, je suis dans la lutte contre le sida. Je suis un responsable, les personnes séropositives me font confiance. Vous savez, en Afrique, les malades du sida, les personnes séropositives ont peur de dire à cause de la stigmatisation. Ils sont très souvent rejetés. On peut être autant rejeté en Afrique qu'en France. Le problème, c'est qu'en Afrique, quand on te rejette, tu n'as pas où partir. Alors qu'ici, il y a des associations qui peuvent t'héberger, t'aider à avoir des nuitées d'hôtel. Alors qu'en Afrique, quand la famille te rejette, tu ne vas pas vite trouver une association ou l'État qui va te donner un hôtel. Je crois qu'il y a un peu plus de rejet quand même en Afrique que par rapport à ici. Mais je ne crois pas que c'est plus de... C'est 2 fois plus. Je crois que ça peut être au maximum 2 fois plus. Mais le problème, c'est qu'ici en France, quand on te rejette et que tu as le courage d'aller vers les associations, et les associations peuvent t'aider. Même si tu paies ton travail pour ça, on peut te donner, moi par exemple, j'ai une allocation, parce que j'ai une allocation qui est environ de 700 € par mois. Donc, certains qui sont malades et qui sont rejetés et qui ont la chance d'avoir cette allocation, elles ont quand même le minimum, quoi. Elles ont quand même, moi je suis hébergé au titre de la maladie. Donc même ici, il y a des personnes qui me connaissent, qui connaissent que je suis séropositif, qui ne m'invitent plus chez elles, qui me rejettent aussi, mais j'ai quand même ma maison, j'ai le minimum, j'ai de quoi manger. Donc, le rejet fait beaucoup plus mal en Afrique. En Afrique, parce que la société est surtout familiale et que les gens n'ont pas de quoi vivre. Voilà. Vivre décemment. Voilà. C'est-à-dire une personne qui témoigne en fait et qui est rejetée. Qu'est-ce qu'elle va devenir si elle est rejetée, si on achète sa maison? Est-ce qu'on va lui donner un domicile où la personne pourra vivre? 2 mois après notre premier tournage, nous retrouvons Bernard, qui vient fraîchement d'arriver de son pays d'origine, le Cameroun, où il a passé un peu plus d'1 mois. Heureux d'être parmi ses 5 enfants et sa femme, il y a de quoi avoir le moral au beau fixe et faire un peu de sport. Vous faites souvent du vélo chez vous. Comment en ce moment? Très difficilement. Ce que je fais surtout, c'est la natation. Je sais que le sport, mon médecin me le conseille, je sais que c'est bien pour la santé, surtout pour moi qui ai déjà du mauvais cholestérol, dû aux antirétroviraux que je prends. Mais ce que j'aime, c'est faire la natation. Ça, je l'aime. Le vélo, c'est un peu plus difficile.
La natation, je fais ça deux fois par semaine. Ça me fait du bien. Je sais que le sport est aussi bien pour mon moral. Quand je fais le sport, je suis beaucoup plus souriant et j'ai un bon appétit après. Au menu ce soir, de la patate douce riche en amidon et en glucides. D'après le dernier chiffre de l'ONU-SIDA, ce sont 600 000 personnes vivant avec le VIH au Cameroun. Le taux de prévalence dans le pays est-il pour autant alarmant? Sa réponse est sans appel. Disons, j'ai d'abord ressenti des chiffres qui m'ont fait froid dans le dos, quoi. Parce que je suis allé au ministère de l'Éducation de base et là on m'a dit qu'il y a environ 3000 enseignants qui mouraient du sida, oui. Des maîtres qui mouraient chaque année des suites de sida. Et j'ai constaté quand même pendant les grandes vacances, il y avait vacances sans sida qui étaient faites et puis là ça veut dire que les jeunes se mobilisent, quoi. Mais la situation est toujours grave. Parce que je crois que environ la moyenne des personnes qui sont atteintes par ces maladies ne savent même pas qu'ils sont malades. Est-ce qu'il n'y a pas une campagne de sensibilisation? À Yaoundé, il y a eu, pendant que j'étais là-bas, cette campagne de prévention auprès des jeunes de vacances sans sida. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, quoi. Des initiatives sont faites. Ça devrait être fait dans toutes les villes. Et même à Yaoundé, je crois que cette campagne-là, c'est déjà un pas qui est fait, mais ça devrait être multiplié par au moins 10, quoi, pour atteindre les chiffres qui peuvent pousser à baisser la pente. J'ai rencontré des responsables d'associations et des organismes. Et que vous ont-ils dit? Le travail est colossal, hein. Il manque de subventions, les ruptures de traitement, des antirétroviraux. Ça, j'étais à l'hôpital central. Et même à Douala, quand j'étais aussi à Douala, j'ai constaté à l'hôpital il y a des ruptures. Et ces ruptures-là peuvent favoriser le fait que les traitements ne soit plus efficace, quoi. Ça, il faut éviter ces ruptures. Quelle est la cause de ces ruptures? Je crois qu'il doit y avoir, dans la chaîne d'approvisionnement, il doit y avoir quelque chose... Une défaillance. Une défaillance. Un problème. Oui, oui. J'ai eu à rencontrer d'autres malades. J'ai eu à faire des sensibilisations. Aujourd'hui, puisque vous témoignez à visage découvert, je pense qu'au niveau de votre pays d'origine, le Cameroun, vous êtes connu pour cela, compte tenu de votre maladie et du combat que vous menez. Est-ce qu'il y a toujours la stigmatisation ou bien vous trouvez que les mentalités ont changé? Je crois que les mentalités changent quand même. J'ai la chance que je peux dire, en grande partie accepté. Même ceux qui me rejetaient au début, ils ont compris que mon combat était noble, quoi. Cet après-midi-là, pour rien au monde, Bernard ne veut pas rater sa séance de natation. C'est ainsi qu'il part d'abord à l'église, puis à la piscine. Mais avant, il lui faudra aller à la pharmacie, récupérer ses médicaments financés par la sécurité sociale. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis venu chercher mes médicaments. Très bien, je vais vous les chercher. Merci. Le combat contre le sida est-il gagné? Nous avons posé la question à Eric Flotello, directeur général adjoint à l'international et porte-parole de SIDAction, l'association française qui apporte un soutien important à la lutte contre le sida dans les pays en développement. Il n'est pas gagné, il n'est pas perdu. C'est une situation un peu étrange. On a le sentiment que on n'a jamais eu autant de moyens techniques pour pouvoir gagner cette guerre contre le sida, et en même temps, l'épidémie va plus vite que nous. Alors quand je dis que l'épidémie va plus vite que nous, c'est que je me base sur quelques données très simples. Il y a environ 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Il y en a entre 8 et 9 millions qui ont accès aux antirétroviraux. Donc on voit déjà que là, on est en train de perdre sur un front qui est la mise sous traitement. Si on veut arrêter l'épidémie, il faudrait que tout le monde soit sous antirétroviraux. On en a un quart.
les gens qui sont sous antirétroviraux. On est en train de gagner sur la mortalité. La mortalité baisse. Le nombre de nouvelles infections, c'est-à-dire le nombre de gens qui s'infectent par an, est en baisse aussi constante. Le nombre d'enfants qui naissent avec le VIH est en baisse constante. Donc on voit qu'on est vraiment en train de faire des progrès. Mais pas assez, parce qu'on a quand même un nombre élevé de nouvelles infections. On a quand même un nombre élevé de décès. Des décès qu'on aurait pu éviter. Si on avait pu augmenter le nombre de personnes sous antirétroviraux, on n'aurait pratiquement plus de décès. Donc, il y a des progrès. On n'a jamais donné autant d'antirétroviraux, on n'a jamais eu un accès aux soins et aux traitements aussi large que ça, mais on est loin d'avoir atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on est loin d'avoir un accès universel. Donc, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, on est juste au milieu de la bataille, et c'est le pire moment pour arrêter. Après la pharmacie, Bernard se rend à l'église pour écrire ses intentions au Seigneur. Il ne m'abandonne jamais. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dimanche, et pourtant vous êtes venu à l'église. Pourquoi? Disons que chaque fois que je peux, je viens déjà dans la journée écrire mes intentions que je remets au Seigneur de tout ce qui peut m'angoisser. Et parfois aussi le remercier des bienfaits que j'ai eu. J'ai demandé que Dieu me donne la paix et que ce reportage que nous allons faire contribue à la lutte contre le sida. Aujourd'hui, le financement pour lutter contre le sida est menacé, compte tenu d'un contexte de crise économique mondiale. L'objectif de l'ONU-SIDA est zéro infection, zéro discrimination, zéro décès liés au sida. Un objectif réalisable à condition d'y mettre les moyens et que toute la planète se mobilise.